bienvenue dans cette émission mensuelle consacrée aux éphémérides du ciel et aux observations à réaliser à l'œil nu ou aux instruments astronomiques en ce mois de juin. Alors, ce mois-ci, le printemps laisse doucement la place à l'été, donc les nuits seront plus chaudes. Donc, nous serons un peu plus à l'aise pour sortir dehors et ainsi observer. Donc tout d'abord dans cette émission nous allons pouvoir revivre le récit d'une mission qui a marqué l'histoire de l'exploration spatiale. Nous verrons ensuite les principaux événements célestes de ce mois, dont l'opposition de Jupiter avec le Soleil que nous mettrons plus particulièrement en exergue. Ensuite nous verrons les éphémérides des corps principaux du système solaire. Et enfin nous découvrirons l'objet du ciel profond à observer ce mois-ci. Donc nous pouvons tout d'abord laisser la place à Mathieu, qui va nous faire ainsi revivre une mission qui s'est dirigée sur une planète, alors laquelle ? Eh bien non, c'est pas une planète dont on va parler, c'est une comète. Ah, eh bien c'est raté. Il s'agit de 67P Churyumov-Gerasimenko. Et oui, c'est une mission bien célèbre qui a été à cette destination. Une mission récente aussi également, Rosetta. Alors, pourquoi elle est célèbre ? Eh bien parce qu'elle a accompli un exploit. Rosetta, c'est une mission qui a été programmée par l'Agence spatiale européenne. Et les Européens ont réalisé cet exploit récent de poser un petit robot à la surface d'une comète. Une première donc. Alors on va commencer par parler un petit peu de 67P Churyumov-Gerasimenko, la comète cible. Alors cette comète, ce n'était pas une très grosse comète, dont dans sa plus grande dimension, elle ne dépassait qu'à peine les 4 km de longueur. Elle était située entre 1,25 unités astronomiques et 5,68 unités astronomiques, c'est-à-dire autant de fois la distance Terre-Soleil, et tournait autour du Soleil en 6 ans et demi environ. La durée d'une journée sur cette comète-là était d'un peu plus de 12 heures, c'est-à-dire une demi-journée chez nous sur Terre. Rosetta, elle était structurée en 2 parties principales. L'orbiteur, donc Rosetta, et Philae, qui devait être un atterrisseur qui devait donc se poser à la surface de la comète. Alors, c'était pas une mission oui, du coup, qui était très légère, puisqu'elle pesait pour un total de 3 tonnes, donc il y avait quand même un certain poids. Et Rosetta a été lancée le 2 mars 2004, à 7h17 précisément en UTC. Alors elle va tout d'abord commencer par profiter de l'assistance gravitationnelle de la Terre, entre les années 2005, 2007 et 2009, puis survoler Mars en 2007. Ainsi que 2 autres astéroïdes, 2867 Steins en 2008 et 21 Lutetia le 10 juillet 2010. Enfin, la sonde Rosetta va s'insérer en orbite autour de 67P Chury, pour les intimes, le 10 septembre 2014. 2 mois plus tard, le 12 novembre 2014, l'atterrisseur Philae est largué et se posera sur la comète Chury à 17h07 en temps universel, après 7h02 de voyage, avec une arrivée au sol à un peu moins d'1 mètre par seconde. Alors l'atterrissage ne s'est pas fait de tout repos. En effet, l'atterrisseur, même s'il a un poids total de 100 kg sur Terre, ne pèse plus qu'1 gramme sur la comète, puisque évidemment la gravité est bien plus faible. De ce fait, il va rebondir jusqu'à 1 km d'altitude et effectuer un vol plané de 2 heures avant de rebondir une deuxième fois pendant quelques minutes et finir contre une paroi rocheuse dans une position inclinée sur 2 pieds, le 3e étant dans le vide, à plus d'1 kilomètre du lieu visé. Les caméras miniatures vont réaliser une panoramique à 360 degrés du site d'atterrissage qui révèle que l'atterrisseur se trouve sur une paroi rocheuse qui masque la plupart du temps le soleil. Cela pose problème parce que du coup les panneaux solaires ne disposent que d'1h05 d'ensoleillement à chaque rotation cométaire sur elle-même. Du coup la batterie va avoir du mal à se recharger.
Les photos montrent un sol qui semble dur et rocheux, très différent de ce qui était attendu. Alors, on va effectuer plusieurs opérations au sol entre le 12 et le 15 novembre. Un sondage électrique et acoustique du sol, une mesure d'impact des poussières générées par l'activité de la comète, une étude de l'environnement magnétique du plasma local et de l'influence du vent solaire, une étude de la structure et de la composition du cœur de la comète au travers d'ondes radio émises et reçues par Philae et Rosetta, plus la photo du sol sous l'atterrisseur pour permettre l'étude de sa structure. Tout cela, ça va être effectué dans les heures suivantes. Le 14 novembre, Philae a rempli 80% de ses objectifs. L'instrument de forage prélève une carotte du sol, seulement quelques millimètres cubes, qui est analysé par un mini-laboratoire qui va déterminer la composition isotopique et moléculaire ainsi que la chiralité des échantillons du sol. La température à 1,5 m du sol va être mesurée à moins 170 degrés Celsius. Il fait quand même pas si chaud que ça là-bas. Philae va alors être mise en sommeil jusqu'en fin de journée du 13 juin 2015, où elle va reprendre contact avec l'orbiteur. Au total, 8 contacts vont être établis jusqu'au 9 juillet, mais qui vont être malheureusement assez brefs. Le 2 septembre, cette fois-ci l'année 2016, une photo de la surface prise par la caméra Osiris de la sonde orbiteur Rosetta, à une altitude de 2 km 700, permet de découvrir l'endroit où l'atterrisseur Philae se situe. Celui-ci est coincé dans une faille, ce qui explique à la fois les difficultés de repérage et l'échec des tentatives de contact radio. L'énergie solaire disponible n'est plus suffisante pour réactiver Philae. Finalement, le 30 septembre 2016, à 11h20 en temps universel, l'orbiteur Rosetta rejoint Philae à la surface de la comète Chury. C'est la fin de la mission. Alors cette mission va avoir plusieurs résultats scientifiques intéressants. Déjà, on va déterminer la masse et le volume de la comète à 10 milliards de tonnes quand même. On va également mesurer les températures de surface sur diverses périodes sur la comète Chury. Et puis également, on va mesurer le volume d'eau éjecté par Chury qui va être évalué à 0,3 litres seconde en juin 2014, puis entre 1 et 5 litres seconde entre juillet et août du fait du rapprochement de la comète avec le Soleil. Alors on va également déterminer que la comète est très poreuse, contenant seulement 70 à 80% de vide et que sa densité est très faible, comparable à celle du liège. L'eau de la comète contient plus de deutérium que l'eau terrestre. Et la chevelure est majoritairement composée d'eau, de dioxyde et de monoxyde de carbone, d'ammoniac, de méthane, ainsi que d'autres composants tels que des composés organiques divers. Et puis une autre surprenante observation qu'on va faire également, c'est qu'il y a des dunes à la surface de la comète Chury qui sont mouvantes, c'est-à-dire qui se déplacent à sa surface, et cela est encore l'objet d'études par les scientifiques, parce qu'on sait que la comète n'a pas d'atmosphère, donc pas d'air qui permettrait de favoriser des vents qui feraient déplacer ainsi les dunes. Donc encore des mystères à résoudre. Merci Mathieu pour le récit de cette mission, qui d'ailleurs est très intéressante et utile puisqu'elle nous a permis d'en apprendre plus sur les caractéristiques de cette comète. Alors nous pouvons passer à la deuxième partie de cette émission, les événements de ce mois. Et nous commençons par le principal événement de ce mois qui se déroulera donc le 10 juin à 17h29, c'est l'heure locale, nous le rappelons. Et c'est l'opposition de Jupiter avec le Soleil. Alors, peut-on rappeler ce qu'est une opposition tout d'abord ? Eh bien, tout simplement, Jupiter est, par rapport à la Terre, à l'opposé du Soleil. C'est-à-dire que le Soleil est d'un côté de la Terre et Jupiter exactement de l'autre côté de la Terre. Alors concrètement, ça veut dire quoi ? Eh bien, pour les observateurs, Jupiter se lève exactement au moment où le Soleil se couche et vice-versa. Au moment où le Soleil se lève, eh bien Jupiter se couche
tout simplement. Donc ça veut dire que Jupiter est actuellement observable toute la nuit. Et cet événement sera-t-il facilement observable? Alors, parfaitement, Jupiter elle est inratable dans le ciel. On va l'observer principalement en direction, alors si vous observez le soir, peu de temps après le coucher du soleil, enfin en début de nuit, eh bien vous allez pointer la direction sud-est, et là vous ne manquerez pas Jupiter puisqu'elle a une magnitude de moins 2,6. Donc c'est-à-dire qu'elle est extrêmement brillante, c'est même l'étoile qui sera la plus brillante du ciel pendant cette saison. Et donc, que va-t-on pouvoir voir exactement et avec quel outil pour cela? Alors, tout dépend de ce qu'on veut observer, bien entendu, mais l'un des premiers spectacles intéressants à observer, ça va être le balai des satellites devant et à côté de la planète. Ce qu'avait observé Galilée d'ailleurs en son temps. Alors, Jupiter possède 4 satellites, Io, Europe, Ganymède, Callisto. Ces 4 satellites-là, on va les voir sous la forme d'étoiles relativement brillantes, enfin elles sont presque même observables à l'œil nu, seulement Jupiter noie un peu dans sa luminosité les satellites. Et du coup, dans une petite paire de jumelles, on va pouvoir suivre le déplacement des satellites qui orbitent autour de Jupiter. Peut-être si vous avez des jumelles de bonne qualité, on pourra même commencer à observer que le disque de la planète, il commence à être rond. Voilà. Maintenant, cette observation va être plus facile à faire dans une petite lunette astronomique qui commence à grossir un peu plus, 50-60 mm. En plus des satellites qu'on va mieux pouvoir séparer, également du disque planétaire qui va devenir vraiment évident, on va voir également qu'à la surface de Jupiter, il y a deux bandes sombres qui ceinturent la planète de part et d'autre de l'équateur. Ces deux bandes, en fait, sombres, ce sont des nuages. Alors il y a des nuages de diverses couleurs, souvent des nuages blancs, des nuages bruns, comme là. Il y a au total une douzaine de ceintures nuageuses qui structurent la surface de la planète. Alors, si vous avez vraiment un instrument performant, eh ben vous allez peut-être arriver à en voir une grande majorité de ces structures-là. En plus de tout cela, il y a également des petits détails qu'on va pouvoir observer sur des instruments même modestes. Je citerai par exemple la grande tache rouge de Jupiter, elle est incontournable. Avec un petit réfracteur de 80 mm ou un petit télescope de 115 mm, on peut déjà commencer à observer sans trop de difficulté la grande tache rouge de Jupiter. Alors, puisqu'on parle de grande tache rouge, est-ce qu'il y a des filtres que l'on peut utiliser pour rehausser le contraste? Oui, alors c'est pas obligé. On rappelle que la vocation d'un filtre, c'est pas de faire apparaître un détail qui n'est pas observable autrement sans filtre, c'est de rehausser le contraste sur quelque chose qui est déjà visible sans filtre, mais qui est assez difficilement observable. Alors, dans le cas de la grande tache rouge de Jupiter, les filtres qui vont avoir le meilleur potentiel pour rehausser le contraste, ça va être des filtres bleus, c'est-à-dire numéro 80A et 82A, voire même le filtre vert 56 qui donne également de bons résultats. Je note en passant que la grande tache rouge de Jupiter a fait l'objet de publications en astrophysique montrant que par le moyen d'images amateurs avec des télescopes performants, eh bien, la grande tache rouge serait en train de s'effilocher et de la matière arrachée à cette tempête serait en train de se diluer dans l'atmosphère. Tout ça, ça pourrait, c'est probable, mais c'est pas sûr, des indices comme quoi la grande tache rouge entamerait une lente disparition. Alors pour tous ceux qui n'ont pas encore observé cette tempête incontournable de Jupiter, eh bien c'est le moment de pointer un télescope sur celle-ci. Maintenant, pour tous ceux qui font un petit peu d'imagerie ou même en visuel, qui sont habitués à le faire, eh bien c'est aussi le moment de suivre l'évolution de la grande tache rouge de Jupiter, qui pourrait peut-être commencer à disparaître dans les années à venir des télescopes de petit diamètre. Alors, en plus de tout cela, donc, j'ai noté un événement supplémentaire, c'est le 5 mai, à 2h41, on va voir divers transits sur Jupiter. On rappelle que les lunes
de Jupiter tournent autour d'elles-mêmes. Mais parfois, ça leur arrive de passer devant le disque de Jupiter, ce qui provoque ce qu'on appelle des éclipses. Et là, c'est vraiment un spectacle formidable à observer. Alors le 5, donc, Ganymède et Io, 2 satellites, ainsi que leurs ombres respectives, vont passer devant et sur la planète. Ganymède va commencer à faire entrer son ombre sur le disque jovien à 1h34 en heure locale, c'est converti. Puis à 2h12, la Lune elle-même va rentrer, suivie de l'ombre de Io qui va passer devant le disque jovien à 2h28. Puis à 2h37, c'est la Lune qui va passer devant le disque jovien. À 3h55, l'ombre de Ganymède sort du disque jovien. Puis à 4h24, c'est au tour de la Lune de sortir. Io, quant à elle, va faire sortir son ombre à 4h41 et à 4h49, c'est la Lune elle-même qui sort. Je note en passant que la grande tache rouge ne sera pas visible, malheureusement, au même moment, ce qui aurait rehaussé encore plus l'événement, et que cet événement va être d'autant plus intéressant, malgré tout, que Jupiter sera plein sud, au niveau du méridien, donc elle sera à son élévation maximale. À noter également qu'on parlait de conditions d'observation. Jupiter, elle n'est pas forcément dans les meilleures conditions parce qu'elle s'élève quand même relativement peu au-dessus de l'horizon et que du coup elle va être un peu sujette aux turbulences parce qu'on a plus de couches d'air à traverser et qu'en plus de ça, c'est l'été. Et l'été, c'est un peu la saison des turbulences. Donc la qualité des observations ne sera peut-être pas forcément bonne. Il faudra choisir sa qualité de ciel évidemment. Voilà pour cet événement majeur, donc essayez d'être disponible cette soirée du 10 juin pour pouvoir l'observer. Le 18 à 19h59, c'est le rapprochement entre Mercure et Mars. Alors quelles seront là les conditions d'observation ? C'est un rapprochement qui va être très serré, 0,2 degrés seulement. On va viser l'horizon ouest-nord-ouest en début de soirée, début de nuit peut-être. C'est un événement qui est plutôt rare, déjà parce que Mercure, c'est une planète qui n'est pas facilement observable, elle apparaît que sur de courtes périodes de temps à autre, et en plus de ça, Mars, elle est arrivée à un point de son orbite qui est très éloigné de la Terre, et bientôt elle va disparaître, donc c'est vraiment le moment de les observer toutes les deux. Un grossissement maximal de 150 à 200 fois va permettre de les avoir toutes les deux dans le même champ sans les perdre. Et ça, c'est vraiment très agréable, parce qu'on va peut-être pouvoir commencer à observer les petits disques des planètes. Enfin, ça dépend de la qualité du ciel. Alors, pour faire la situation, parce que c'est pas facile, Mars, on sait qu'elle est rouge, donc normalement sa couleur devrait nous permettre de la repérer. Mais pour donner les conditions, Mercure sera au-dessus de Mars. Si vous observez par un télescope, eh bien, ça sera le contraire, tout simplement. Pour le 21, donc comme nous l'avons dit en introduction, l'été arrive et ce sera le solstice d'été à 17h54. Le 24 à 2h, c'est la plus grande élongation est de Mercure. Alors quelles seront les caractéristiques de cette élongation ? Mercure s'éloigne quand même plutôt pas mal du Soleil, à 25 degrés d'écart. Donc elle va apparaître en début de nuit, principalement donc sur l'horizon ouest-nord-ouest, comme on le disait tout à l'heure, puisqu'elle va passer auprès de Mars. Elle a une magnitude de 0 aux alentours de 0,5, donc ça veut dire qu'elle est relativement facilement observable en tout début de nuit. Maintenant, elle sera quand même assez basse sur l'horizon, donc ça va être compliqué. Et enfin, le 27 à 18h55, c'est le maximum d'activité de la pluie d'étoiles filantes des Boutides de juin. Quel va être l'intérêt de cette observation ? C'est pas forcément super intéressant, quoique, on va y revenir tout à l'heure. C'est un essaim qui est actif du 22 juin au 2 juillet, donc sur une durée de 11 jours. Le radiant de cet essaim, il est dans la constellation du Bouvier. Si vous ne savez pas où se situe la constellation du Bouvier, cherchez l'étoile Arcturus, qui est une étoile très brillante. Et là, eh bien, vous serez au niveau de l'endroit où les comètes devraient apparaître. Alors, on le disait tout à l'heure, le taux horaire prévu est entre 1 et 2. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir attendre 1 heure dehors pour observer 1 ou 2 comètes. Donc, c'est pas énorme et c'est bien dommageable. Maintenant,
il ne faut pas perdre espoir parce qu'en 1998, on a quand même eu un sursaut à 100 étoiles filantes par heure et en 2004, un sursaut à 50 étoiles filantes par heure. Donc, on n'est pas à l'abri de surprise. C'est un essaim à surveiller, d'autant plus que les étoiles filantes sont relativement lentes, 18 km/s. On aura le temps de les admirer passer dans le ciel, plus que des étoiles filantes qui d'habitude sont un petit peu plus rapides. Voilà, donc pour ces événements, nous pouvons passer aux éphémérides des corps principaux du système solaire. Et nous allons commencer par le Soleil. Alors, quelle a été son activité le mois dernier ? Tout a commencé en fait le 30 avril, lorsqu'une CME, une éjection de masse coronale donc, explose sur la face cachée du Soleil. Alors ça, c'est un indice qu'il se passe quelque chose. Et effectivement, le 3 mai, eh bien, une grande tache solaire apparaît. Ah non, je me trompe. C'est une réapparition en fait. Une réapparition d'une tache qu'on a déjà vue. AR 2738. Elle est passée, souvenez-vous, entre le 8 et le 19 avril. Donc le mois d'avant. Et là, comme elle effectue un deuxième passage à travers le disque solaire visible, on l'a du coup renuméroté AR 2740. Alors elle va se révéler en plus très active, avec plusieurs explosions modérées, de classe C bien souvent, et les radioamateurs pourront même également suivre de fortes rafales radio à ondes courtes. Par contre, quelque chose d'inattendu va se produire entre le 6 et le 7 mai. Ça, c'était pas prévu. Une deuxième grande tache solaire, notée AR 2741, va apparaître à son tour et suivre sa grande sœur AR 2740. Alors ça, on s'y attendait pas. Alors, cette deuxième tache solaire, elle va être un peu plus silencieuse que sa grande sœur, quoique on va y revenir un peu plus tard. Le 8 mai, AR 2740, la première grande tache, se scinde en plusieurs morceaux et commence à entamer doucement mais sûrement sa désintégration. Le 10, le 11, le 12, le 13 mai, une série de petites CME sont à signaler en provenance de AR 2741, donc la deuxième tache solaire à avoir apparu. Le 16 mai, AR 2740 disparaît, fortement amenuisé derrière le limbe du disque solaire, et il est fort peu probable qu'on la voie y réapparaître pour un troisième passage le mois prochain. Entre le 18 et le 19 mai, AR 2741, également en décomposition mais à un stade un peu moins avancé que sa grande sœur, disparaît à son tour. On verra si le mois prochain elle réapparaîtra. Oui, donc le Soleil était intéressant à regarder le mois dernier et puis il nous a réservé quand même quelques surprises. Maintenant, pour ce qui est de la Lune, elle sera nouvelle le 3 juin à 12h02. Le 8 à 1h21, la Lune sera au périgée. Le 10 à 7h59, on pourra observer le premier quartier de la Lune. Le 17 à 10h30, ce sera la pleine Lune. Le 23 à 9h50, la Lune sera à l'apogée. Et le 25 juin à 11h45, nous pourrons observer le dernier quartier de la Lune. Maintenant, les autres corps du système solaire. Nous commençons par Mercure. Alors, elle sera observable au crépuscule. Vénus sera malheureusement quasiment inobservable tout le mois. Mars sera quant à elle observable en début de nuit. Cérès sera pratiquement observable toute la nuit. Vesta sera observable en fin de nuit. Pallas sera observable une grande partie de la nuit. Junon sera difficilement observable au crépuscule. Jupiter, donc comme nous l'avons dit tout à l'heure, elle sera observable toute la nuit. Et Saturne à peu près pareil, puisque sera observable une grande partie de la nuit. Uranus sera observable en fin de nuit. Neptune sera observable en deuxième moitié de nuit. Et enfin Pluton sera observable une grande partie de la nuit. Nous pouvons passer à la dernière partie de cette émission et donc découvrir quel est l'objet du ciel profond observé ce mois-ci. Donc nous sommes tout oui Mathieu.
Alors, on va augmenter un petit peu le niveau ce mois-ci. C'est un objet qui n'est pas forcément évident à observer. Il s'agit de NGC 6543. Vous connaissez pas, c'est normal, on la connaît plus sous le nom de nébuleuse de l'œil de chat. Alors cette nébuleuse de l'œil de chat, elle se situe dans la constellation du Dragon à une distance d'environ 3600 années-lumière. Elle est âgée, selon des estimations, d'environ 1000 ans, et il s'agit d'une nébuleuse planétaire, c'est-à-dire d'un reliquat d'explosion d'étoiles de masse solaire, donc de petites étoiles. Cette nébuleuse est structurée en deux parties principales. Une nébuleuse intérieure, minuscule mais très brillante, 20 secondes d'arc de diamètre apparent, et un halo de matière étendue éjecté par l'étoile centrale de 5,8 minutes d'arc, donc beaucoup plus vaste. La magnitude de cette nébuleuse est d'environ 8, voire pas loin de 9. Donc, théoriquement, elle serait accessible avec une paire de jumelles, mais comme elle est toute petite, il faut du grossissement, donc des instruments. Elle est située presque exactement dans la direction du pôle nord magnétique et est ce qu'on appelle circumpolaire, c'est-à-dire qu'elle ne se couche jamais, alors pour nous dans l'hémisphère nord. Un petit peu d'histoire maintenant. Elle a été découverte le 15 février 1786 par William Herschel, qui est aussi le célèbre découvreur de la planète Uranus. C'est également la première nébuleuse planétaire dont le spectre fut étudié par l'astronome amateur anglais William Huggins en 1864. Sa structure symétrique et ses couleurs très contrastées font d'elle un joyau du ciel profond. Les photos resteront toutefois plus impressionnantes que son observation au télescope. On pourra observer un nuage lenticulaire entourant une zone plus brillante au milieu, l'endroit où se trouve la naine blanche. Alors évidemment, elle n'est pas forcément facilement accessible avec des instruments. On a tous un peu l'image de la nébuleuse prise avec les caméras de Hubble. Ceci dit, elle est quand même accessible sans trop de difficulté avec une ouverture de 200 mm, peut-être un petit peu moins si la qualité du ciel est excellente. Donc une observation pour les passionnés de chats aussi bien que pour les chasseurs de nébuleuses. Merci de nous avoir suivis, alors nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour de nouveaux éphémérides. Et une fois n'est pas coutume, nous vous annonçons que le mois prochain, nous commémorerons le 50e anniversaire du premier pas de l'homme sur la Lune. Et donc nous y consacrerons notre rubrique de première partie. Sinon, bonnes observations à tous et à toutes.